patriots! Let's have trial by combat. We had an election that was stolen from us. Fight for Trump! Fight for Trump! Mike Pence, I hope you're going to stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. We love you. You're very special. Office of President of the United States. And if we're wrong, we will be made fools of. The best is yet to come. Nous sommes le mardi 26 janvier. Bienvenue dans le premier épisode de la seconde saison de La Chute. Au programme, le devoir de mémoire, le futur procès de Trump au Sénat, ses enjeux et ses risques, mais aussi la stratégie de défense de l'ancien président, l'attaque du Capitole, la tentative de coup d'État de Trump et la question à 1 million. Quel avenir pour le Parti républicain? Attachez vos ceintures, La Chute, c'est maintenant. Et voilà, Joe Biden est le 46e président des États-Unis, Donald Trump joue au golf en Floride, et La Chute a droit à une seconde saison. Commençons par une confidence. La saison 1 a dépassé toutes mes attentes. Le podcast a rencontré son public, rassemblant ici et sur mon compte Twitter, @WilliamRaymond, une communauté francophone passionnée par les coulisses de la politique américaine. Une communauté respectueuse et avide d'informations. Tout au long de la saison 1, j'ai essayé plusieurs formats pour tenter de répondre à votre appétit de savoir plus, de savoir mieux. Du feuilleton d'une quinzaine de minutes à l'entretien long format, de l'enquête, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 13, précipitez-vous, c'est un de mes préférés, à une expérience en direct pendant 2h30 sur YouTube. La saison 2 de La Chute reprendra tous ces éléments. Et si l'occasion s'en présente, nous tenterons, avec Thomas, mon producteur, d'essayer de nouvelles choses. Je ne le répéterai pas à chaque épisode, mais c'est le moment de le faire. Pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne, activez les alertes de notification, la clochette sur YouTube, et partagez le contenu. Derrière La Chute, aucun média, aucune campagne publicitaire. Vous seul êtes en mesure de nous donner de la visibilité. Merci de votre générosité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Trump n'est plus à la Maison-Blanche. Pourtant, la chute continue, au sens propre comme au sens figuré. Pour l'ancien président, il va y avoir dès le 8 février son procès au Sénat. En soi, cet acte rare justifie à lui seul la nécessité de poursuivre l'aventure, afin de décrypter, d'analyser et de projeter. Au-delà des suites de l'impeachment de Trump, des enjeux d'une future condamnation par le Sénat, il y a aussi son imposante place sur l'échiquier politique américain, et avec l'avenir du Parti républicain, pour le coup, en pleine chute libre. J'y reviendrai. Il y aura aussi les affaires de l'ex-président. Et je ne parle pas ici des difficultés de son groupe qui va devoir gérer l'héritage d'une présidence terminée dans la honte, ni des centaines de millions de dollars de dettes qui arrivent à maturité et que Trump va devoir rembourser. Mais bien de ces affaires judiciaires, de ces instructions qui, du côté de New York, peuvent aller jusqu'au procès. Le calme de ces derniers jours est celui qui précède la tempête. Au milieu de tout cela, il y a aussi Biden, et une tâche quasiment impossible. Unir un pays plus divisé que jamais. Les 2 derniers mois de 2020, la propagande non-stop de Trump sur la prétendue fraude et l'apogée du 6 janvier ont transformé les fissures en crevasses. Aujourd'hui, malgré les rejets des tribunaux et les heures à expliquer que tout était mensonge, 70% des républicains sont convaincus que le démocrate a triché pour arriver au sommet du pouvoir. Pire, nourris par Trump, Giuliani, Powell, QAnon, Fox News, Newsmax, OAN et les réseaux sociaux, 10% de la population américaine affirme qu'elle n'acceptera jamais la présidence Biden. 332 millions d'habitants, 10%, 33 millions. Plus ou moins le cœur de la base Trump, les irréductibles, ceux prêts à tout accepter au nom de la victoire de leur champion.
Impossible de ne pas penser que ces chiffres n'auront pas d'impact sur la marche du pays et ne seront pas au cœur des élections intermédiaires de 2022. Il existe une autre raison qui justifie à mes yeux l'impérieuse nécessité de continuer ce podcast. C'est dit sans prétention, mais nous avons un devoir de mémoire. Comme à chaque fois que nos sociétés sont secouées par des turbulences, la démocratie américaine a été victime d'un coup d'État constitutionnel tenté par son président. L'oublier, sous prétexte que l'apprenti dictateur n'est plus désormais au pouvoir, et prendre le risque que demain, un autre réussisse. Si la saison 1 de la chute s'est souvent inscrite dans la projection, je souhaite du coup que cette nouvelle saison revienne parfois en arrière, pour tenter de comprendre et dénoncer les mécanismes de ce qui s'est joué devant nos yeux. Je veux donc revenir sur l'attaque du Capitole du 6 janvier, suivre les instructions en cours, rassembler les éléments épars et vous les livrer. Mais pas que. Je souhaite élargir le cadre, tenter de comprendre comment Trump a failli réussir. Ce que nous avons vécu à partir du 4 novembre n'était pas improvisé. Quelles étaient les étapes d'avant, les tests, le processus de décision? Quel était le plan? Ces questions forment un puzzle passionnant, et je vais essayer d'en faire la pièce centrale de cette saison 2 de la chute, une sorte d'enquête, presque en temps réel. Le temps, c'est pour l'instant celui du procès de Trump au Sénat. Hier, la Chambre des représentants a transféré son acte d'accusation, les fameux articles. Trump sera jugé à partir du 8 février. C'est à peu près aujourd'hui la seule certitude. La durée? Son premier procès, suite à l'impeachment dans le cadre de l'affaire ukrainienne, avait duré 21 jours. C'est une durée à garder en tête. Trump témoignera-t-il? Y aura-t-il des témoins? Personne ne le sait encore. La rumeur indique par contre que l'accusation prépare un collage vidéo sans précédent, qui rassemblerait les propos de Trump, dans ses discours et sur Twitter, afin de démontrer que ces mots ont eu des conséquences, que la plupart des émeutiers, qui ont forcé l'accès du Capitole, ont agi, chauffés au fer blanc, par la rhétorique enflammée du président. Au terme de tout cela, il y aura un vote. Pour condamner Trump, il faut une majorité aux 2/3 du Sénat, donc 17 républicains. Je vous l'ai dit, je pense qu'il en va de la survie du Parti républicain, de le juger coupable, et ensuite voter à nouveau pour l'empêcher de pouvoir se représenter en 2024. Si ce n'est pas le cas, et s'il est candidat, Trump triomphera de nouveau aux primaires républicaines. Il dispose de l'argent, de l'attention médiatique et de la base électorale pour écraser ses concurrents. Il deviendra ainsi le candidat du parti, une candidature à haut risque. Les élus républicains sont pleinement conscients de cet enjeu et du fait qu'il n'existe pas une solution aisée. Voter la culpabilité ou refuser de le condamner se paieront cash. D'un point de vue politique, ce procès est un piège à cons où aucun républicain ne gagne. Alors, ces derniers jours, les républicains tentent un étrange numéro de funambule, de s'inscrire en gardien de la démocratie sans rejeter celui qui a tenté de l'étouffer. Et dans ce cadre, tout et son contraire sont avancés. Lindsey Graham, le champion du monde toute catégorie du retournement de veste en apnée, explique ainsi que le procès de Trump n'est sûrement pas constitutionnel, vu que le président n'est plus en poste. La preuve, avance-t-il, il n'existe aucun précédent dans l'histoire du pays. S'il n'y a aucun précédent, ce n'est pas parce que la Constitution ne l'autorise pas, mais parce que jamais auparavant, un président sortant, battu dans les urnes, avait incité à une insurrection. Il y a aussi l'excuse que le procès arrive trop rapidement, ne laissant pas le temps nécessaire à Trump de préparer sa défense. Ou alors qu'il arrive trop tard, alors que le pays est passé à autre chose. Dans la même logique, le procès de Trump ne devrait pas avoir lieu car il empêche une guérison rapide des fissures du pays. Quelle que soit l'excuse, les républicains tentent de créer un dangereux précédent, celui d'un dirigeant qui peut se retourner contre les intérêts de son propre pays pour ensuite demander une absolution sous le prétexte qu'il n'est plus au pouvoir. Je vous laisse ici faire les parallèles nécessaires si cette logique était appliquée à chaque acte criminel. Le Parti républicain est donc piégé, par son manque de courage, par ses 4 années de compromission et par Trump lui-même. Trump,
Justement, parlons-en. Il sait que son avenir se joue au Sénat, qu'il doit être acquitté pour continuer à peser sur le Parti républicain, à continuer d'exister. La preuve, sa dernière liste de grâce présidentielle, la veille de l'investiture de Biden. Jusqu'à la dernière minute, Trump a souhaité y ajouter les noms de ses enfants et le sien. S'il a cédé et s'est abstenu, c'est pour préserver ses chances avec les sénateurs républicains qui, le message était arrivé jusqu'à la Maison-Blanche, l'auraient lâché s'il avait transformé un peu plus encore les États-Unis en république bananière. Depuis, Trump se tait, évite les caméras, et avec les erreurs de parcours et les déclarations malvenues. Ce profil bas ne correspond pas à la personnalité de l'ancien président. On imagine volontiers que ce silence imposé lui est même très dur à vivre, mais il fait partie de la stratégie du pardon que vont tenter de jouer les républicains du Sénat. Si Trump n'est pas là, si Trump est loin, si Trump est silencieux, alors il n'est plus une menace, et donc ne mérite pas une condamnation. En attendant l'issue du procès du Sénat, si Trump se tait, il n'a jamais été aussi présent en coulisses, pour s'assurer de la collaboration du Parti républicain. Comment ? En utilisant une méthodologie, une nouvelle fois inspirée des parrains de la Cosa Nostra. D'abord, il a laissé ses fidèles s'attaquer verbalement aux 10 républicains qui ont voté sa mise en accusation à la Chambre des représentants. Pour le coup, notons-le, la carte de l'Union n'a pas été mise en avant, mais plus celle de l'avertissement. Les 10 républicains ont servi d'exemple de ce qu'il en coûtait de se révolter contre Trump. Puis, en utilisant ses 2 plus fidèles relais à Fox News, Sean Hannity et Laura Ingraham, qui chaque soir, ou presque, transforment leur émission en pilori. Les républicains, qui songeraient à s'opposer à Trump, y sont alors jetés à la vindicte populaire. Enfin, en faisant fuiter qu'ils songeraient à la création du Patriot Party, d'un parti concurrent au Parti républicain, où se retrouverait sa base. Ce qui en soi signifierait une débâcle en 2022 où chaque républicain se retrouverait face à un candidat pro-Trump et une victoire certaine du candidat démocrate en 2024. La menace de la création du Patriot Party est l'arme absolue de Trump pour s'assurer de la fidélité des sénateurs républicains. Le Parti républicain est piégé et joue la montre, en espérant que chaque jour qui nous éloigne du 6 janvier est une occasion supplémentaire de faire tomber les passions, de calmer l'outrage, de glisser la tentative de coup d'État de Trump sous le tapis de l'histoire. La théorie de la mémoire courte fonctionne souvent en politique. Mais là, elle est aussi à double tranchant. Chaque jour qui repousse le procès de Trump est l'occasion de nouvelles révélations à charge contre l'ancien président. Pour conclure ce premier épisode de la saison 2 de La Chute, je vais en retenir 2. La première renvoie directement à l'épisode 13, où je vous racontais comment certains émeutiers ont réellement tenté d'empêcher la certification des grands électeurs et essayé de capturer certains élus. Il y a quelques jours, une enquête du FBI alimentait encore plus cette théorie. Un membre des Oath Keepers, une milice paramilitaire, présent dans le Capitole, a reçu plusieurs messages anonymes lui indiquant où se cachaient les élus et leurs mouvements. Oui, vous avez bien entendu. Au moins un des émeutiers était informé depuis l'intérieur des faits et des gestes des élus. Deuxième élément, sur lequel je reviendrai sûrement dans un prochain épisode. Publié par le New York Times, confirmé depuis par d'autres médias et aujourd'hui au cœur d'une enquête interne du département de la justice, cette information est la preuve que, loin des caméras, Trump a tout tenté pour rester en place. Une révélation de taille. Et il y en aura d'autres. En vérité, le temps est l'ennemi de Trump. C'est la chute et elle continue demain. Retrouvez La Chute sur Twitter @WilliamRaymond. #La Chute sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.